Al Capone, le roi du crime organisé. Al Capone, un nom qui évoque le pouvoir, la violence et le crime. Considéré comme le gangster le plus célèbre de l'histoire, il a dominé l'époque de la prohibition aux États-Unis dans les années 1920. Surnommé Scarface, son histoire a été racontée dans d'innombrables films, livres et documentaires. Il est à l'origine du stéréotype de la mafia tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais comment un simple voyou de Brooklyn est-il devenu le maître du crime organisé? Aujourd'hui, nous allons retracer son ascension, son règne et sa chute inévitable. Bienvenue dans l'histoire vraie d'Al Capone. La jeunesse d'Alphonse Capone. Brooklyn, New York, 1899. Dans un petit appartement d'un quartier d'immigrants, naît Alphonse Gabriel Capone, fils de Gabriel et Teresa Capone, un couple d'immigrants italiens venus aux États-Unis à la recherche d'un avenir meilleur. Son père travaillait comme barbier et sa mère comme couturière. Tous deux se battaient pour subvenir aux besoins de leur famille dans un pays qui n'accueillait pas toujours chaleureusement les nouveaux arrivants. À cette époque, Brooklyn était un endroit difficile. La pauvreté, la violence et le crime régnaient dans ces rues. Pour un enfant comme Al Capone, la vie n'avait rien de simple. Très jeune, il comprit qu'il n'y avait que deux choix possibles: être une victime ou devenir un prédateur. À 14 ans, l'école n'était déjà plus une option. Exclu pour avoir frappé un professeur, il trouva sa véritable éducation dans la rue. C'est à ce moment-là qu'il forma son premier gang, la Navy Street Gang. Ce n'était pas qu'un simple groupe d'amis, c'était un bouclier contre les garçons irlandais qui harcelaient les jeunes Italiens du quartier. Capone ne se montra pas seulement comme un bagarreur, mais aussi comme un leader né. Son charisme et sa capacité à imposer le respect le placèrent rapidement à la tête du groupe, une aptitude qui ne le quitterait jamais. À 19 ans, sa vie prit un tournant inattendu. Il épousa Mary Coughlin, une jeune Irlandaise rencontrée dans un bar. Peu de temps après, naquit leur unique fils, Albert Francis Capone. Mais le bonheur familial n'assurait pas une stabilité financière. Sans éducation, ni perspective professionnelle, Capone savait que la rue resterait son seul moyen de subsistance. Et le monde criminel new-yorkais n'allait pas tarder à lui ouvrir ses portes. Le premier contact avec le crime organisé. Les nuits de New York n'étaient pas seulement synonymes de bruit et de divertissement. Dans les bars clandestins circulaient les véritables forces du pouvoir criminel. Et Al Capone était sur le point de plonger dans cet univers. C'est là qu'il fit la connaissance des grands noms de la mafia, Johnny Torrio, Frankie Yale et Lucky Luciano, des hommes qui contrôlaient le jeu, la contrebande et les paris illégaux dans la ville. Capone fut rapidement recruté par Frankie Yale, qui le prit sous son aile et l'embaucha dans l'un des endroits les plus dangereux de New York, le Harvard Inn, un bar, un bordel et un centre névralgique du crime organisé. Son rôle était clair: recouvrer les dettes, intimider les clients mauvais payeurs et surveiller les recettes de la prostitution pour éviter les détournements. Le Harvard Inn n'était pas un établissement ordinaire. Bagarres, meurtres et règlements de comptes faisaient partie du quotidien. Et très vite, Capone allait devenir un acteur de cette violence. La cicatrice qui a fait Scarface, c'est durant cette période qu'Al Capone reçut la marque qui le suivrait toute sa vie. Sa célèbre cicatrice et le surnom de Scarface, Cara Cortada. L'histoire raconte qu'un soir, Capone posa les yeux sur une jeune femme présente dans le bar. Il tenta de la séduire et lui murmura quelques mots à l'oreille, mais ses avances furent très mal reçues. Indignée, la jeune femme alla chercher son frère, un gangster nommé Frank Galucio. Galucio, ivre et furieux, n'hésita pas à défendre l'honneur de sa sœur. Il sortit un ouvre-bouteille et attaqua Capone, le blessant 2 fois au visage. L'une des entailles, profonde et brutale, s'étendait de l'oreille jusqu'à la bouche. À partir de ce jour-là, son visage ne fut plus jamais le même. Capone tenta de cacher sa cicatrice toute sa vie, évitant que l'on l'appelle Scarface. Mais ce qu'il considérait comme une défiguration, d'autres y voyaient une marque de respect. Sans le savoir, la légende de Scarface venait de naître. La tentative d'Al Capone de s'éloigner du crime, c'est difficile à croire, mais Al Capone a failli ne jamais devenir le gangster iconique que nous connaissons aujourd'hui. Après son mariage avec Mary Coughlin, une jeune Irlandaise avec qui il eut son unique fils, Albert Francis, Capone commença à repenser son avenir. Avec une famille à nourrir,
il ressentit le besoin de trouver un emploi légitime, loin de la violence des rues. Il quitta New York et s'installa à Baltimore, où il décrocha un poste dans un cabinet de comptabilité. Bien que beaucoup le retiennent comme un gangster impitoyable, peu de gens savent qu'Al Capone avait un esprit brillant pour les chiffres. Son travail dans la comptabilité lui permit d'acquérir des compétences qui allaient s'avérer essentielles plus tard dans son ascension au sein du crime organisé. Mais cette vie loin du crime fut de courte durée. Le 14 novembre 1920, son père Gabriel Capone mourut d'une crise cardiaque. Cette perte marqua un tournant dans sa vie. Dévasté et sans direction claire, il retourna à Brooklyn et renoua avec le monde criminel. Cette fois, il n'y aurait plus de retour en arrière. L'appel de Chicago. De retour à New York, Capone s'était déjà fait un nom dans le milieu. Son tempérament agressif lui valut le respect, mais aussi de nombreux ennemis. On disait qu'il n'hésitait pas à recourir à la violence, voire à tuer si nécessaire. Des témoignages de l'époque affirmaient qu'il avait assassiné une prostituée qui lui aurait volé de l'argent et éliminé un ami qui refusait de payer une dette dans le bar où il travaillait. Mais son attitude impulsive ne passait pas inaperçue. Frankie Yale et Lucky Luciano commencèrent à le considérer comme un problème. Capone attirait trop d'attention, et c'était la dernière chose dont la mafia avait besoin. La solution? L'éloigner de New York. Johnny Torrio, l'un des plus puissants chefs du crime à Chicago, cherchait un homme de confiance pour gérer ses affaires. Et Capone était le candidat idéal. Avec $2 de Lucky Luciano en poche, Al Capone monta à bord d'un train en direction de Chicago. Ce que Capone ne savait pas à ce moment-là, c'est que Chicago ne lui ouvrirait pas seulement les portes du pouvoir, mais ferait de lui une véritable légende. Johnny Torrio, le mentor qui allait changer sa vie, 1921. La prohibition avait transformé l'alcool en or liquide, et Johnny Torrio contrôlait l'un des plus grands réseaux de contrebande de Chicago. C'est dans ce contexte qu'Al Capone, accompagné de sa famille, arriva dans la ville. Son seul objectif était de comprendre le fonctionnement du crime organisé et de gravir les échelons. Et personne n'était mieux placé que Torrio pour le guider. Johnny Torrio n'était pas un simple mafieux. Il était méthodique, calculateur, et savait que le pouvoir ne se gagnait pas uniquement par la violence, mais aussi par la stratégie. Sous sa tutelle, Capone comprit que le crime exigeait autant d'intelligence que de brutalité. Au début, son travail n'avait rien de prestigieux. Il commença tout en bas. Gestion de bordel, contrôle des paris, surveillance des flux d'argent. Mais sa loyauté et son efficacité lui permirent de monter rapidement en grade. Très vite, il devint barman et responsable de la sécurité dans l'un des bars les plus importants de Torrio. Un lieu où l'alcool illégal coulait à flot, mais où les bagarres et les meurtres faisaient partie du quotidien. Capone prouva qu'il était un homme d'affaires doté d'un instinct naturel pour le crime. Grâce à la contrebande d'alcool, la prostitution, le chantage et les paris illégaux, sa fortune commença à croître. Sous la direction de Torrio, l'empire criminel de Chicago connut une expansion sans précédent. Les bordels et les speakeasies se multipliaient, l'argent affluait, et la mafia n'avait jamais été aussi puissante. Mais en 1923, tout allait basculer. William A. Dever fut élu maire de Chicago, avec une mission claire, éradiquer le crime organisé. Dever ordonna la fermeture de centaines de bars clandestins et de maisons de jeu, obligeant Torrio et Capone à prendre une décision radicale, transférer leurs opérations en périphérie de la ville, dans un endroit nommé Cicero. La prise de Cicero. Avec Chicago sous pression en raison du nouveau maire William E. Dever, Torrio et Capone devaient élargir leur empire criminel. Leur nouvel objectif, la ville de Cicero. Située en périphérie de Chicago, Cicero offrait un contrôle policier beaucoup moins strict, ainsi qu'une opportunité idéale pour étendre le commerce clandestin d'alcool et les paris illégaux. Mais pour y parvenir, il leur fallait une influence politique. Le plan était simple, faire élire leur candidat, Joseph Z. Klena, lors des élections locales. Sans sa victoire, tout le réseau du crime organisé serait en danger. Pour assurer ce résultat, Capone mobilisa ses hommes et fit appel à des renforts, ses frères Frank et Ralph Capone. 31 mars 1924, jour d'élection. Les rues de Cicero se transformèrent en véritables champs de bataille. Les gangsters de Capone utilisèrent leurs poings, des armes à feu et des menaces pour s'assurer que la population vote pour leur candidat. Les électeurs étaient escortés jusqu'aux urnes,
contraint de cocher le nom de Clenna sous la menace de mort. La panique s'empara de la ville. Terrifiés, les citoyens se tournèrent vers le juge Edmund K. Jarecki, qui ordonna l'intervention immédiate de la police. 70 agents en civil furent envoyés pour tenter de rétablir l'ordre. Mais dès leur arrivée, la situation dégénéra en violence. Alors que les policiers en civil descendaient de leur véhicule, ils virent Frank Capone tenter de dégainer son arme. Ce qui suivit fut un carnage. Sans la moindre hésitation, les agents tirèrent à bout portant, criblant Frank Capone de balles jusqu'à vider leur chargeur. Sa mort fut brutale et instantanée. Malgré le chaos, les efforts de Capone et Torrio ne furent pas vains. Joseph Z. Clenna remporta les élections, garantissant que le crime organisé pourrait opérer sans restriction à Cicero. Cependant, cette victoire eut un prix élevé. Al Capone perdit son frère Frank lors de cette bataille. Sa mort le marqua profondément, et, pour la première fois, le roi du crime ressentit le poids de la perte. Sa rivalité avec les gangs irlandais. Après avoir établi leur domination sur Cicero, Capone et Torrio étendirent leur empire avec une nouvelle maison de jeu qui rapporta près de 5 millions de dollars dès les premières années, une fortune pour l'époque. Très vite, Cicero comptait plus de 150 établissements de jeu, tous sous le contrôle de la mafia italienne, répondant à la demande d'une clientèle avide d'alcool et de paris illégaux. Mais ils n'étaient pas les seuls à vouloir contrôler ce marché. Le trafic d'alcool était devenu extrêmement lucratif, et les Italo-Américains n'étaient pas les seuls acteurs en jeu. Les gangs irlandais, présents à Chicago bien avant eux, n'étaient pas prêts à céder leur territoire sans se battre. La guerre entre Italiens et Irlandais. L'inévitable se produisit. Les gangs irlandais et la mafia italienne entrèrent en guerre. Sous la direction de Dean O'Banion, les Irlandais attaquèrent les affaires de Torrio et Capone, tentant de reprendre le contrôle du trafic d'alcool. Leur objectif était clair, éliminer Johnny Torrio et prendre le pouvoir. Dans une tentative impitoyable de s'en débarrasser, ils organisèrent une attaque. Mais ce fut un échec. Torrio survécut, ce qui lui donna l'opportunité de riposter. Le 10 novembre 1924, la vengeance frappa. O'Banion fut assassiné dans sa propre boutique de fleurs, recevant 2 balles dans la poitrine et 2 dans le cou. Les responsables, 3 hommes de Torrio, Frankie Yale, John Scalise et Albert Anselmi. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La vengeance irlandaise. Avec O'Banion éliminé, Torrio et Capone pensaient que la guerre était terminée. Mais la mafia irlandaise n'était pas prête à se rendre aussi facilement. 2 gangsters irlandais, Amy Weiss et Bugs Moran, jurèrent de venger la mort d'O'Banion. En janvier 1925, ils planifièrent un nouvel attentat contre Torrio. Cette fois, l'attaque faillit réussir. Torrio fut grièvement blessé et frôla la mort. Ce dernier attentat fut suffisant pour le convaincre que Chicago était devenue trop dangereuse pour lui. Il décida de se retirer du crime, laissant le contrôle total de l'organisation entre les mains d'Al Capone. La réponse de Scarface. Même si Capone ne chercha pas à se venger immédiatement de la tentative d'assassinat contre Torrio, il savait que les Irlandais représentaient toujours une menace. Le premier sur sa liste, Amy Weiss. Pour exécuter le coup, il forma une équipe de 5 tueurs, parmi lesquels Frank Nitti, Anthony Accardo, Frank Diamond, Albert Anselmi et John Scalise. Le 11 octobre 1926, après avoir surveillé les mouvements de Weiss pendant plusieurs jours, ils trouvèrent enfin l'occasion parfaite. Lorsque Weiss et 3 de ses gardes du corps sortirent de leur boutique, ils furent sauvagement criblés de balles par les hommes de Capone. Weiss mourut sur le coup, laissant les Irlandais sans leur chef le plus redouté. Il ne restait plus que Bugs Moran. S'il parvenait à éliminer Moran, Capone détiendrait le monopole du trafic d'alcool à Chicago. Le massacre de la Saint-Valentin. Chicago, 1927. William H. Thompson est réélu maire. Et avec lui revient la corruption qui permet à la mafia d'opérer avec plus de liberté. Pour Al Capone, c'est une opportunité en or. De retour à son quartier général après des années de pression policière, Capone avait un objectif clair, éliminer le dernier obstacle à son contrôle total du trafic d'alcool à Chicago. Et cet obstacle avait un nom, Bugs Moran. Moran et Capone s'étaient livrés une guerre féroce pendant des années. Les rues de Chicago étaient ensanglantées, les meurtres se multipliaient, et la violence était incontrôlable. Mais Capone avait un plan pour en finir une bonne fois pour toutes.
14 février 1929, le jour de l'exécution. Pendant qu'Al Capone se reposait dans sa villa en Floride, ses hommes à Chicago s'apprêtaient à exécuter le coup le plus infâme de l'histoire du crime organisé. Suivant les ordres directs de Capone, un groupe de tueurs déguisés en policiers se rendit dans un entrepôt d'alcool contrôlé par Moran. Ils ordonnèrent aux 7 hommes présents de s'aligner contre le mur. Pensant qu'il s'agissait d'une simple descente de police, les hommes de Moran ne résistèrent pas. Mais cette fois, il n'y aurait ni pot de vin, ni échappatoire. Le massacre. Sans prévenir, les tueurs ouvrirent le feu. Les corps tombèrent au sol, déchiquetés par une rafale de mitraillettes. En quelques secondes, l'entrepôt de Bugs Moran devint un véritable abattoir. Mais il y avait un problème. Bugs Moran ne faisait pas partie des victimes. Par une incroyable coïncidence, Moran était arrivé en retard à l'entrepôt et, en voyant les policiers entrer, il choisit de s'éloigner. Ce simple retard lui sauva la vie. La fin d'une époque. Même si le massacre de la Saint-Valentin n'a pas éliminé Bugs Moran, son impact fut dévastateur. Moran ne se remit jamais de la perte de son organisation et, avec le temps, tomba dans l'oubli. Il finit par commettre de petits braquages et fut finalement arrêté pour le cambriolage d'une banque. Il mourut en prison en 1957. Pour Al Capone, la guerre était terminée. Avec tous ses rivaux éliminés, le contrôle total du crime organisé à Chicago n'avait jamais été aussi proche. Al Capone à la conférence d'Atlantic City. Mai 1929. Les chefs les plus puissants du crime organisé aux États-Unis se réunissent à Atlantic City. L'objectif de ce sommet historique est clair: réduire les tensions entre les familles mafieuses et éviter des guerres qui pourraient nuire à leurs affaires. Parmi les participants se trouvent Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello, Albert Anastasia et Willie Moretti. Et bien sûr, Al Capone. Mais contrairement aux autres mafieux, Capone n'est pas bien accueilli. Depuis le massacre de la Saint-Valentin, la presse l'avait transformé en figure publique du crime organisé. Trop d'attention, trop de gros titres. Certains chefs considéraient sa présence comme un problème et pensaient que le mieux serait de s'en débarrasser. Lors de la réunion, il fut averti, se faire discret ou faire face aux conséquences. Capone, toujours fin stratège, prit cet avertissement au sérieux, mais d'une manière inattendue. Un court passage en prison. Pour Capone, la meilleure façon de disparaître des radars était de faire quelque chose d'inattendu, se faire arrêter volontairement. À peine 6 heures après la conférence d'Atlantic City, Capone orchestra sa propre arrestation. Il conclut un accord avec la police de Philadelphie pour être arrêté pour possession illégale d'armes. Son objectif était simple: faire retomber l'attention médiatique et éviter la pression croissante du FBI. La peine fut légère, 1 an de prison. Mais grâce à ses avocats, la peine fut considérablement réduite. À sa sortie, les choses avaient changé. Le public ne le voyait plus comme un gangster intouchable, mais comme un criminel dangereux. Et bien qu'il soit retourné à ses affaires, son image était désormais ternie. Scarface tente de restaurer son image. Conscient de l'impact négatif que sa réputation avait sur lui, Capone tenta de redessiner son image publique. Il devint une figure médiatique, affichant son côté le plus extravagant. Passionné de sport, il assistait régulièrement à des combats de boxe, des matchs de baseball et des courses de chevaux. Lors de ces événements, il n'était pas rare de le voir accompagné de politiciens et de personnalités publiques, qui n'hésitaient pas à s'afficher à ses côtés en public. Pendant son temps libre, il appréciait le théâtre, l'opéra, le jazz, le poker et la natation. C'était un homme d'excès, mais aussi un maître dans l'art de l'autopromotion. La presse l'adorait. Chaque apparition faisait la une. Et peu à peu, le mythe d'Al Capone commença à grandir. Mais sa réputation, gravement entachée par le massacre de la Saint-Valentin, continuait de susciter le rejet dans de nombreux milieux de la société. Pour y remédier, Capone décida de se réinventer, cette fois en bienfaiteur du peuple. Aider les pauvres pour redorer son image. Acculé par le gouvernement et avec son image publique attaquée de toutes parts, Capone tenta une nouvelle stratégie, devenir un homme du peuple. À cette époque, son empire criminel générait près de 120 millions de dollars par an, l'équivalent d'environ 5 milliards de dollars aujourd'hui. L'argent n'était pas un problème. Sa réputation, si. Pour redorer son image, il décida de se lancer dans la charité.
Son action la plus symbolique fut l'ouverture d'une soupe populaire pendant la Grande Dépression de 1929. Des milliers de personnes au chômage et affamées faisaient la queue pour recevoir un repas gratuit. Pour elles, Capone n'était pas un gangster. C'était un sauveur. Mais derrière cette générosité apparente, se cachait une intention bien précise. Construire l'image d'un Robin des Bois moderne. Un homme qui vole les riches pour aider les plus démunis. La stratégie fonctionna, pendant un temps. Mais la loi n'avait pas oublié ses crimes. Et la chute d'Al Capone approchait à grands pas. Al Capone, ennemi public numéro 1. Après le massacre de la Saint-Valentin, Al Capone cessa d'être un simple mafieux. Il devint le visage du crime organisé aux États-Unis. Le scandale fut si énorme que ses actions caritatives et ses apparitions publiques ne suffisaient plus à redorer son image. La presse et l'opinion publique le voyaient pour ce qu'il était vraiment, un meurtrier impitoyable et le chef absolu du crime à Chicago. Le gouvernement prit une décision. Al Capone devait tomber. La chute impossible de Capone. Mais il y avait un problème. Capone était intouchable. Son réseau de corruption et de pots de vin s'étendait à tous les niveaux de la ville. La police, les juges, les politiciens, tout le monde avait un prix. À son apogée, son armée de tueurs était plus puissante que les forces de l'ordre elles-mêmes. Et surtout, aucune preuve concrète ne permettait de l'incriminer. Contrebande, extorsion, proxénétisme, jeux illégaux, meurtre. Tout le monde savait qu'il était coupable, mais personne ne pouvait le prouver. Eliot Ness et les incorruptibles. Le gouvernement avait besoin d'une stratégie différente. C'est alors qu'entra en scène Eliot Ness, un agent du département du Trésor. Avec son équipe, les incorruptibles, The Untouchables, Ness lança une campagne pour démanteler les opérations de Capone. Mais même avec toute leur détermination, ils ne parvinrent qu'à perturber légèrement les affaires du gangster. Le gouvernement et le FBI n'avaient plus le choix. Ils devaient trouver un autre moyen de faire tomber Capone. Accusé de fraude fiscale. Face à l'impossibilité de l'incarcérer pour meurtre ou contrebande, les procureurs du gouvernement trouvèrent une faille dans son empire. Les impôts. Capone était l'ennemi public numéro 1, mais de façon surprenante, il n'avait jamais rempli de déclaration fiscale. Le département du Trésor y vit une opportunité et affecta une équipe d'agents à l'enquête sur ses finances. Parmi eux se trouvait le comptable Frank J. Wilson, qui allait devenir la clé de sa chute. En 1931, Wilson découvrit des preuves irréfutables des revenus illégaux de Capone. Un simple registre de Paris révéla que le mafieux touchait d'énormes sommes d'argent, suffisantes pour l'inculper pour évasion fiscale. Le procès du siècle. Le 5 juin 1931, Capone fut officiellement accusé de fraude fiscale. Le 6 octobre de la même année, son procès débuta devant un tribunal fédéral de Chicago. Un événement sans précédent. La presse du monde entier couvrit l'affaire. C'était la première fois qu'un gangster de ce niveau était traduit en justice lors d'un procès public d'une telle ampleur. Capone, toujours aussi confiant, pensait qu'il s'en sortirait sans trop de mal. Il croyait qu'en plaidant coupable, il ne risquait qu'une peine légère de 2 ans. Mais les autorités étaient prêtes. Lors de la sélection des jurés, Capone tenta sa tactique habituelle, les soudoyer. Cependant, les autorités découvrirent son plan et, à la dernière minute, remplacèrent l'ensemble du jury sans avertissement préalable. Le procès prit alors une toute autre tournure. Après 8 heures de délibération, le verdict tomba, coupable. 6 jours plus tard, la sentence fut prononcée. Al Capone fut condamné à 11 ans de prison. Une peine particulièrement sévère pour l'époque, où les affaires d'évasion fiscale dépassaient rarement 2 ans de détention. Mais le message était clair. Le règne de Scarface était terminé. La fin de Scarface. Al Capone fut transféré à la prison du comté de Cook. L'homme qui avait régné sur Chicago d'une main de fer se retrouvait désormais derrière les barreaux. Mais la réalité était tout autre. Grâce à son influence et ses contacts, sa vie en prison fut, dans un premier temps, plus confortable que prévu. Il bénéficiait de privilèges que les autres détenus n'avaient pas. Une cellule privée avec douche, un accès téléphonique et même la possibilité d'effectuer des virements bancaires. Ses anciens alliés et amis politiques continuaient à lui rendre visite régulièrement. Pendant un temps, on aurait dit que le roi du crime gardait encore le contrôle. La maladie qui l'a détruit. Mais Capone ne s'attendait pas à affronter un ennemi qu'il ne pouvait ni soudoyer, ni intimider.
son propre corps. Les médecins lui diagnostiquèrent une syphilis à un stade avancé, une maladie qu'il avait contractée dans sa jeunesse et qui, désormais, commençait à détruire sa santé. Peu à peu, Capone perdit le contrôle de son empire. Beaucoup de ses alliés l'abandonnèrent et son état mental commença à se détériorer. Son déclin s'accéléra lorsqu'il fut transféré à la pénitencier d'Atlanta, un établissement bien plus strict, où la corruption était impossible. Les jours de luxe en prison étaient révolus. À 33 ans, sa santé se détériora rapidement. La syphilis entra dans sa phase terminale, affectant son esprit et le plongeant dans un état de démence. Alcatraz, la dernière prison, mais son cauchemar ne s'arrêta pas là. En août 1934, Capone fut envoyé à la toute nouvelle prison d'Alcatraz, située sur une île en face de San Francisco. Là-bas, pas de pot de vin, pas de visites fréquentes, aucun privilège. Les règles étaient strictes et l'isolement total. Une visite par mois, pas de contact physique avec qui que ce soit. Pas de journaux, pas de radio, pas de lecture. Travailler dans la prison était un privilège, pas un droit. Pour Capone, cet endroit était pire que la mort. Sa maladie s'aggrava au point qu'il dut être transféré à un hôpital. Il n'était plus l'homme qui avait terrorisé Chicago. Finalement, il fut libéré d'Alcatraz en raison de son état de santé déplorable et passa ses dernières années dans sa villa en Floride, entouré de sa famille. Mais son esprit était complètement détérioré. Il se comportait comme un enfant de 12 ans, incapable de distinguer la fantaisie de la réalité. Le 25 janvier 1947, Alphonse Gabriel Capone, connu sous le nom de Scarface, mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 48 ans. Les derniers mots de Scarface. Lors de l'une de ses dernières interviews, Capone laissa cette réflexion sur sa vie. « Je suis arrivé à Chicago avec $40 en poche. Mon fils a maintenant 12 ans. Je suis toujours marié et j'aime profondément ma femme. Il fallait qu'on gagne notre vie. J'étais plus jeune à l'époque et je pensais que j'avais besoin de plus. Je ne croyais pas qu'interdire aux gens ce qu'ils voulaient était nécessaire. Je pensais que la prohibition était une loi injuste et je le pense encore aujourd'hui. » Épilogue. Des bas-fonds de Brooklyn au contrôle total du crime organisé à Chicago, Al Capone a vécu le rêve américain de la manière la plus sombre qui soit. Au sommet de sa puissance, sa fortune était estimée à plus d'1 milliard de dollars, corrigée de l'inflation. Il fut l'un des gangsters les plus riches de l'histoire. Mais son empire ne s'est pas construit par hasard. C'est le contexte politique et la prohibition qui ont permis son ascension fulgurante. Sans cette interdiction, Capone aurait probablement été un petit criminel de quartier. Mais au lieu de cela, il est devenu une légende, une icône qui dépasse le crime. Bien qu'à son époque il ait été considéré comme le gangster le plus dangereux et influent des États-Unis, sa véritable domination se limita à Chicago. Pour les autres parrains de la mafia dans le reste du pays, Capone n'était qu'un mafieux ambitieux de plus, un homme trop bruyant, qui attirait bien plus d'attention qu'il ne le fallait.